Et bonsoir, bienvenue dans ce 16e épisode de la 3e saison de Culture sans Or, bien sûr. C'est l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans et or. Les Lensois qui nous ont offert un match sérieux pour se défaire du piège Linas Montlhéry en 32e de finale de la Coupe de France. On va analyser ce match en première partie d'émission. À la pause, on va jouer avec le quiz de Culture sans et or. En deuxième partie d'émission, c'est un débat qui va peut-être vous diviser, qu'on ouvrira. Un RC Lens absent du podium en fin de saison serait-ce désormais pour vous une déception? Vous me donnerez votre avis notamment dans le chat de l'émission. Et puis enfin, on s'intéressera au prochain rendez-vous au pluriel des Lensois dans cette semaine à 2 matchs qui commencera dès mercredi, dans 2 jours, avec un déplacement à Strasbourg pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Allez, pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce 16e épisode. Il a joué 39 matchs de Coupe de France au cours de sa carrière et il a marqué un but toutes les 612 minutes. Je vous laisse faire le calcul. Sébastien Dallet est avec nous ce soir. Salut Seb. Salut. Oh, les stats de dingue. Bonsoir tout le monde. Ça fait 4 buts, Seb. C'est un peu notre petit poussé des chroniqueurs à CSO, mais il a déjà réussi plusieurs exploits face au Cador. C'est Antoine Combe qui est là également. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Si Antoine est notre petit poussé, lui serait-il notre gros Cador? Greg Lallemand de La Voix du Nord et La Voix des Sports est avec nous. Salut Greg. Moi, je suis un gros poussin, moi. Salut tout le monde. Enfin, la Coupe de France, c'est comme son premier amour. Il y pense toutes les nuits et n'arrive pas à l'oublier. C'est Antoine qui clôture les présentations. Salut Antoine. Salut Valentin, salut à tous. Allez, réagissez dans les différents chats de l'émission. Il est temps de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture sans Heure sur nos réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous aussi sur notre site web culturesansheure.com pour y trouver plein d'articles sur le club. Sans être toujours flamboyant, mais avec beaucoup de sérieux et d'application, le Racing s'est évité le traquenard d'une rencontre de 32e de finale de Coupe de France face à un club amateur. Contrairement au club de son ex-directeur sportif, avec un 11 remanié au coup d'envoi, les joueurs du coach Hez se sont armés de patience pour finalement s'imposer 2-0 face à Linas Montlhéry samedi. Messieurs, pour commencer quand même ce premier tour de table, on sait que le Racing a débloqué le match assez tardivement. Greg, est-ce que tu étais inquiet à 20 minutes de la fin avant l'ouverture du score? Inquiet, je ne sais pas pour le Racing. En tout cas, il n'y avait pas de matière à être fortement rassuré, ça c'est sûr. Parce qu'au-delà du fait que ça faisait 0-0, évidemment, il y a une forme de maîtrise globale, mais qui n'était pas non plus une grosse domination. Il n'y avait pas de moments très chauds, il n'y avait pas de moments, on va dire, de longs moments de domination avec des fois la panique à bord de l'autre côté. Je n'ai pas senti une équipe surdominatrice. Donc, dans des matchs comme ça, vu le contexte, évidemment, le vent, la pluie, le crachin, le stade ouvert, la pelouse dégueulasse, et ben, plus ça avançait, plus il était temps d'ouvrir le score quand même. Oui. Sachant, Antoine, qu'il n'y a pas de prolongation en plus en Coupe de France, c'est vrai qu'à 20 minutes de la fin, on se dit, on voit les tirs au but arriver, on peut quand même se poser des questions. Bah, c'est exactement ça, moi, tout ce que disait comme source d'angoisse Greg, moi c'était plus l'absence de prolongation qui me faisait stresser parce qu'effectivement, cette réforme de la Coupe de France d'il y a 3 ans, en fait, je ne sais pas si ça dénature ou pas la Coupe de France, ça a tendance à renforcer peut-être un petit peu la possibilité de voir des surprises. On l'a vu avec Clermont qui s'est fait sortir par le petit club de Königshofen 06. Non, c'est Nice. Königshofen 06, parce que effectivement cette absence de prolongation, ça fait quand même 30 minutes de moins pour des petits clubs pour résister. 30 minutes qui sont souvent mises à profit quand même par des équipes professionnelles pour faire valoir leurs atouts sur le banc. Et là, en fait, tu te retrouves, moi clairement, j'attendais du RC Lens qu'ils ouvrent le score dès la première demi-heure, enfin dès la première mi-temps, pour effectivement après être plus dans une forme de gestion, parce que si c'est difficile de parler de gestion sur des matchs de Ligue 1, parce que c'est toujours très compliqué avec un but d'avance, autant quand tu mènes avec un but d'avance contre une équipe de National 3, tu peux quand même être un peu plus dans une forme de gestion et faire courir l'adversaire. Donc effectivement, plus le match avançait, plus la deuxième mi-temps avançait, et moins j'étais entre guillemets serein, parce que si vous avez bien lu le petit article paru sur Culture sans Heure qui parlait de ce club de Linas Montlhéry, une des forces de cette équipe, c'était justement le fait de réussir à faire des exploits sur tir au but. Donc comme tu l'as très bien introduit, Valentin, c'était pour moi vraiment l'absence de prolongation qui était plus l'élément qui me faisait monter en pression au fur et à mesure de la deuxième mi-temps.
On continue ce premier tour de table un petit peu plus court que l'a pu le faire Antoine, Sébastien Dallet. Non, mais c'est Greg, la présence de Greg me stresse, du coup, je suis obligé de monopoliser, tu vois. Est-ce que tu étais inquiet, toi, à 20 minutes de la fin avant l'ouverture Là, du il y en a score? quelques-uns qui parlent pas mal quand même. Moi, je vais faire très très court. J'ai jamais été inquiété. Un match dominé totalement pour moi. Voilà. Donc, Coupe de France, classique. 75e, enfin 72e, voilà, normal. Ouais. Rien à dire, c'est tout. Antoine, Combe, on termine avec toi. Est-ce que tu étais inquiet, toi, à 20 minutes de la fin avant l'ouverture du score? Bon, je rejoins un peu la position de Sébastien. Moi, j'étais pas inquiet. Étant donné qu'on n'était absolument pas inquiété dans le jeu, du début jusqu'à la fin, de toute façon, hein, le cas n'a rien eu à faire. Je l'aurais été si on n'avait pas marqué avant la 80e, parce que je me suis dit qu'avec l'usure que peut apporter une équipe professionnelle en monopolisant le ballon sur une équipe amateur, ils vont pouvoir tenir 1 heure, mais pas plus. C'est le moment qu'a choisi Franquès pour faire rentrer un peu, voilà, pour donner un peu de temps de jeu et de faire bouger un peu les jambes des cadres. Je pense notamment à Fofana et à Sotoka. Et en 10 minutes, l'impact a été fait avec sur le deuxième but, où notamment les 3 entrants d'Acosta pour Fofana, pour Sotoka ont été décisifs. Donc moi, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, avec une équipe habituée aux exploits et qui allait bien défendre son but sur un terrain pas facile, à pas oublier, qui de facto avantage forcément l'équipe amatrice. Mais voilà, l'équipe avait pris le jeu avec sérieux, donc c'était une conséquence logique que le but allait arriver, et ils sont arrivés coup sur coup, et il n'y a rien à dire. On se posait la question dans le dernier Culture sans Yor sur la projection de ce match, de savoir un petit peu la compo, ce que serait la compo de Francaise pour ce match de Coupe de France. Est-ce qu'il allait faire beaucoup tourner, un peu tourner? Finalement, on a vu cette compo de départ un petit peu hybride. Greg, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette compo de départ quand tu l'as découverte? Est-ce que tu t'es dit finalement c'est bien de faire tourner, ou alors est-ce que tu t'es dit il a trop fait tourner justement? Non, parce que hormis Lascari qui a l'habitude de lui pour le jeu de coup jouer des équipes de N3 tous les week-ends, le reste c'est quand même des joueurs qui normalement sont amenés à jouer largement au-dessus de ça. Je trouvais ça plutôt cohérent, c'est-à-dire entre piliers présents, je parle évidemment de Danso ou Grady, des jeunes où si tu leur donnes pas des moments dans des matchs comme ça, c'est quand même dommage, et aussi des joueurs qui avaient besoin d'un peu plus de temps de jeu, notamment le Cardinal. C'était vraiment l'occasion parfaite de le voir, même si on en reparlera peut-être. Ça a été parfois compliqué sur le plan technique, mais je pense que vraiment, moi j'étais à Lina Montlhéry, enfin à Bondoufle, c'était vraiment assez compliqué quand même. On voyait bien la pelouse qui s'est vite détériorée, mais c'est pas forcément une surprise. Et encore que, il y a des 32e de finale qui jouent dans le froid à Forbach, ou je ne sais où il neige début janvier. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas de neige, et donc c'est toujours des matchs compliqués. Et en même temps, sur ce turnover, moi je l'ai trouvé très très équilibré. L'équipe de départ me semblait hyper cohérente en fait, pour en même temps amener normalement une domination sans prendre de risques, et en faisant souffler un peu, tout en donnant un peu de confiance peut-être à certains. On verra si tous ont pris de la confiance sur ce match-là. Ouais. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet de la compo de départ? Seb, moi, je veux bien, à partir du moment où il aligne la défense type. Quasiment type, ouais. Enfin, type, puisque Medina, si Medina il est suspendu, c'est Aïdara. Si Gradit est suspendu, c'est Aïdara. Donc pour moi, c'est défense type. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux, la base, elle est là. Après, c'est des joueurs offensifs, c'est du milieu de terrain, à eux de prendre leur chance, effectivement, ou les pistons. Donc voilà, mais à partir du moment où tu as la défense déjà, face à une équipe qui... moi, j'étais très, très déçu de la prestation de Linas Montlhéry. Le système était clair, il fallait jouer en contre parce qu'il y en a un qui va vite. Bref, voilà, match lambda. Et encore une fois, vraiment, mais zéro inquiétude dans le sens où tu as maîtrisé le match dans des conditions effectivement compliquées, mais vu mes stats hyper élevées en Coupe de France, je connais très, très bien ce genre de situation.
Mais voilà, le plus important a été fait, point barre, tu vois. Alors, j'entendais juste Antoine tout à l'heure qui disait Lens n'a pas été inquiété, mais je ne l'ai pas trouvé très inquiétant non plus. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu énormément d'occasions avant l'ouverture du score. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. En première mi-temps, il y a la frappe de Claude Maurice. C'est vrai qu'il y a quelques situations, C'est mais la en termes seule. de grosses occasions, c'est vrai que c'est la seule. C'est la seule. Après, on sentait quand même une certaine maîtrise du Racing Club de Lens. Et comme le disait Seb, c'est vrai que Linas Montlhéry, très vite, Antoine, on a vu que ça allait être joué très, 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 très bas. Bloc très bas, contre, on voyait très vite qu'il cherchait la profondeur sur de longs ballons. Ils ont mal étudié le système de lance et la vitesse de pointe de nos défenseurs. On a très vite vu à quoi allait ressembler le match, quoi, Antoine. Ouais, après, on peut pas non plus demander à Lina Montlhéry de venir faire un pressing haut sur un RC Lens et puis qui serait en plus suicidaire. On a vu en première mi-temps, je crois, un moment, une des rares phases de pressing de Lina Montlhéry sur quasiment au point de corner qui a permis au RC Lens de sortir très rapidement parce que pour avoir eu la chance d'assister à quelques entraînements récemment, c'est travailler à fond, c'est-à-dire que Lens fait des oppositions 11 contre 11 sur des terrains de 50 mètres, ce qui permet en fait aux joueurs d'être constamment mis sous pression et donc de travailler ses sorties de balles. Et on sait très bien qu'un effectif comme Lina Montlhéry n'est pas préparé athlétiquement, techniquement, tactiquement pour venir jouer comme ça haut face au RC Lens. Après, effectivement, ils ont joué bloc bas, mais ils étaient un peu obligés de compter sur la vitesse de Pascal Neno et de Tom Bouville, qui étaient vraiment les deux flèches devant. Moi, je rejoins vraiment Greg, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas vu Lens inquiétant. Je trouvais que ça ronronnait beaucoup. Il y avait une forme de train de sénateur. Je sais pas si c'était voulu mais moi, c'est pas comme ça que j'aurais attaqué le match. J'ai par contre vu une vraie différence quand les deux tauliers de cette équipe, Sotoka et Fofana, sont rentrés. Où tout de suite, on a vu de la percussion. Poreba, on ne peut pas lui jeter la pierre, mais Fofana, tout de suite, on sentait qu'il y avait plus de projection sur 4-5 mètres à la récupération de balles qui crée des espaces. Sotoka avait cette intelligence de jeu qui a fait que sur le deuxième but, c'est beaucoup lui quand il récupère le ballon. Et le départ et la finition, quand même. Voilà, j'ai vraiment trouvé que ces deux joueurs manquaient sur les 70 premières minutes. Il ne faut pas oublier que le travail a été fait avant. Et quand tu joues en Coupe de France comme ça contre des clubs amateurs, à chaque fois, au bout d'une heure, 60, 70, 75 minutes de jeu, ça y est, le travail de sap que tu as fait, c'est là que tu en profites. C'est pour ça qu'il a fait les changements à ce moment-là, tu vois. Et effectivement, quand j'entendais la télé quand même que Hez a commencé à s'impatienter beaucoup aussi. Enfin, je pense que Hez aurait préféré que ça se passe mieux en première mi-temps. Moi, je trouve vraiment. Après, on est en train de débriefer un match contre une N3. Une N3 qui est peut-être même moins bien classée que notre N3 à nous dans sa division. C'est sûr. Pour avoir discuté avec le journaliste du Parisien en avant-match pour préparer la présentation, il me l'a clairement dit. Lina Montlhéry joue sa survie en N3 aujourd'hui. Et la coupe, c'était vraiment une parenthèse. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans entre guillemets une forme de branlette intellectuelle sur ce qui a été ou ce qui n'a pas été contre Lina Montlhéry, parce que ça serait vraiment pour moi insulter le football. Là, on parle vraiment d'une opposition entre le deuxième club de France aujourd'hui et un club amateur. Maintenant, je pense que dans la physionomie de match, je pense qu'on aurait pu marquer plus tôt pour peut-être un peu plus relax, enfin, du moins moi depuis mon canapé. Maîtrise globale quand même. Pour quelqu'un qui ne veut pas en parler, c'était une longue intervention quand même. Moi, j'ai juste une chose, il faut quand même se mettre à la place de cette équipe. Si elle avait voulu jouer haut, on est une semaine après le match face au PSG où Openda a fait mal à Marquinhos et à Ramos. Je me mets à la place des mecs de Lina Montlhéry. Ils disent si on va jouer dans le camp adverse, on risque de prendre vraiment des vagues. Je pense que ce match-là, psychologiquement, a pu quand même jouer dans la tête des joueurs amateurs. C'est mon avis. On est d'accord. Pour finir sur le match, avant de parler des entrants qui ont fait la différence, justement, vous l'évoquiez un petit peu. Antoine Combe, maîtrise globale quand même du Racing, possession. C'est vrai que ça ronronne un peu. Peut-être un manque de précision aussi sur certaines phases du Racing Club de Lens. À quoi ça peut être dû? Peut-être le manque d'expérience, le manque de temps de jeu de certains joueurs qui ont été titulaires sur ce match-là? Bon, il y a un peu de tout. Déjà,
l'une des premières choses qui peut venir en tête, je pense, et Sébastien pourra le confirmer, quand tu es professionnel et que d'un coup tu vas jouer sur un champ de patates, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais moi, j'étais même impressionné parce qu'il y avait pas mal de passes qui étaient faites où tu avais un faux rebond et ça t'obligeait à te faire un contrôle avec une jambe levée, tout ça. Et j'ai trouvé que justement, on a réussi à être assez juste sur tous ces petits détails. Mais oui, dans les 30 derniers mètres, c'était un peu plus compliqué. Après, il y a voilà aussi des joueurs qui sont un peu en manque de temps de jeu, hein, notamment Bourra, où moi, c'est ma grosse déception du match, peut-être même la seule déception du match. Vraiment, Bourra, je trouve qu'il a vraiment pas marqué de points pour essayer d'installer une vraie concurrence à gauche avec Machado et Aïdara. Et aussi sur le Cardinal, où j'ai beaucoup aimé sa disponibilité. On l'a pas mal vu tout au long du match. Quelques bons mouvements quand même. Mais il y a eu un peu de manque de qualité sur ses centres. Mais j'ai envie de nuancer parce que j'étais allé voir le match amical contre Le Havre à Bollaert en décembre. Et à l'inverse, dès le début, tout le long du match, il a été plutôt juste sur ses centres. Donc, voilà, je pense que là, c'est une question de terrain. Puis voilà, aussi, il a aussi un manque de rythme, etc. Donc, voilà, c'est un peu de tout. Mais faut pas en tenir rigueur, je pense, aux joueurs qui ont été un peu plus défaillants techniquement sur ce match-ci. Ouais. Même si, voilà, on aurait aimé voir un peu plus de maîtrise dans les 30 derniers mètres, c'est sûr. Et puis Lens a fait quand même le travail, contrairement à d'autres équipes qui finalement ont buté contre certaines équipes amateurs dans d'autres 32e de finale de Coupe de France. On l'a un petit peu évoqué, Greg. Alors, est-ce que c'est dû au fait que l'équipe type, l'équipe en tout cas titulaire a fait le travail, a usé ses joueurs de Linas Montlhéry, mais en tout cas les marquants, les entrants, ont fait la différence sur ce match-là. Pereira da Costa, qu'on était très heureux de voir rentrer et qu'on a trouvé plutôt pas mal à l'aise. Seko Fofana et Florian Sotoka, dès qu'ils sont rentrés, on a vu que c'est là où le Racing a marqué ses 2 buts. Oui, déjà l'impact évidemment physique d'abord de joueurs comme Seko Fofana ou Florian Sotoka peuvent évidemment amener des différences, comme l'a dit très bien Seb tout à l'heure, à un moment le travail de Sap, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que Lens n'était pas tout à fait à l'abri non plus d'un coup franc, d'un ballon d'un corner. Il y a eu un corner, je crois, en deuxième mi-temps. Ça peut aller vite, un coup de vent, une mauvaise sortie. Enfin, et donc jusque-là, c'était. Mais évidemment, physiquement, Sotoka et Fofana ont apporté. Et évidemment que sur le plan technique, il y a de plus en plus d'espace pour justement trouver ces ballons. D'ailleurs, on parlait de Julien Le Cardinal. Il est quand même dans le coup, il est décisif quand même parce qu'il est quand même dans le coup de l'ouverture du score. Et je suis complètement d'accord avec Antoine, c'est-à-dire que moi j'avais vu le match aussi contre Le Havre, et notamment les 30 premières minutes de Le Cardinal, c'était hyper bon sur le plan technique, notamment sur la qualité de pied. Alors, tout le monde ne devient pas Jonathan Klaus en 3 matchs non plus, mais moi j'avais été très rassuré, je ne connaissais pas ce joueur clairement, et j'avais trouvé qu'à Bollaert, sur une pelouse, alors en plus il faisait très froid, mais la pelouse était plutôt correcte, il avait montré vraiment des belles choses sur ses prises de balles, sur sa faculté à aller sur le côté et donc à aussi centrer, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas lui en tenir compte sur ce match où la pelouse était dégueulasse. En revanche, oui, les 3 entrants, et là c'est quand même intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, quels que soient les entrants, quel que soit le match, quel que soit le contexte, il se passe toujours quelque chose avec les joueurs qui rentrent. Et dans la semaine qui va arriver, dans les matchs qui vont arriver, où on le voit, l'effectif de Lens n'est pas pléthorique, c'est quand même sympa de se dire que tous les joueurs qui peuvent rentrer à n'importe quel moment sont concernés et tout de suite amènent des différences, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Donc ça, c'est plutôt un bon signe en tout cas pour la suite. Malgré tout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que vraiment cette entrée, alors c'est le fait peut-être que, encore une fois, le travail a été fait avant, mais Seb, je me demande, est-ce que le Racing n'est peut-être pas le même sans Fofana, sans Sotoka sur le terrain? Forcément, c'est 2 joueurs titulaires aujourd'hui qui portent l'équipe. Donc, on parle de 2 cadres et 2 titulaires à part entière. Donc, forcément, le Racing Club de Lens n'est pas la même équipe sans Fofana et Sotoka. Voilà, ça, c'est une certitude. Moi, ce qui m'a vraiment, effectivement, et je crois que c'est Greg qui en a parlé tout à l'heure, sur l'entrée de Fofana, c'est que c'est un joueur box-to-box et qui est capable de transpercer vraiment de par ses appels ou balle au pied les lignes. Voilà. Et c'est là la grosse différence que Poreba n'a pas pu faire, par exemple. Moi, j'ai bien aimé l'activité de Le Cardinal, de Claude Maurice aussi. Voilà, Bourra, moi, je trouve qu'il s'est montré. Voilà, après, encore une fois, je rejoins Antoine et je suis 100% d'accord avec toi, Antoine. Effectivement, la qualité du terrain aujourd'hui, je suis allé voir les pros s'entraîner ce matin.
quand tu vois les terrains sur lesquels ils s'entraînent, c'est des moquettes, c'est un truc de dingue. Donc je crois que les joueurs, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas joué au foot sur un terrain comme ça, avec des conditions comme ça, le terrain ouvert, la pluie, bon voilà, et au bout de 2 minutes, on voyait la pelouse se dérober de tous les côtés. Donc ouais, ça fait partie de la Coupe de France. Voilà, on n'a pas été en danger. Le travail a bien été fait. Effectivement, on a 2 titulaires à part entière qui rentrent au bon moment, qui font la diff. Voilà, parfait. Et comme disait Greg, effectivement, c'est la spécialité aussi lensoise depuis le début de la saison et même la saison dernière, c'est très, très régulièrement que les entrants font la différence. Et puis au-delà juste de la pelouse et de la pluie, vraiment le vent du stade était hyper tourbillonnant. Ce qui veut dire que quand Lens adore faire ça, notamment sur des blocs bas, c'est-à-dire aller chercher à l'opposé, ces passes-là étaient devenues très compliquées. D'abord parce que les rebonds n'étaient pas faciles, mais en plus, il fallait trouver la trajectoire qui était bonne en fonction du vent du moment. Et on sait bien que le vent, c'est pas Seb qui me dira le contraire. Et ce qu'il y a de plus finalement plus chiant pour un joueur de foot, plus que la pluie, plus que la neige, quand le vent est tourbillonnant et n'est jamais dans le même sens, c'est très compliqué de doser les passes. En plus, quand l'équipe en face laisse très peu d'espace. Je confirme. Vous avez un petit peu évoqué les joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir titulaires dans cette équipe du Racing. Je voulais quand même vous poser la question. Je vais commencer par Antoine Combe sur les joueurs comme Ismaël Boura, Poreba, le Cardinal, la Bolascari notamment, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur le terrain en tant que titulaire. Quels sont ceux qui ont quand même marqué des points selon toi? Pour moi, le Cardinal et la Bolascari. Ouais. Le Cardinal, bon, de toute façon, on l'a évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus, sur son activité, etc. Mais moi, j'ai surtout aimé surtout la première mi-temps de la Bolascari, où moi, ce qui m'a surtout plu, c'est qu'il ne s'est pas caché. Et on l'a beaucoup plus vu avec le ballon que, par exemple, Openda ou Claude Maurice. Et on sentait que sur les prises de balles, il y avait quelque chose. On sent que ce joueur, il a un petit quelque chose. Et on comprend aussi pourquoi il figure dans le groupe pro quand il y a la place et qu'il s'entraîne régulièrement avec les pros. Et que, notamment, on a appris là en fin de journée qu'il a signé son premier contrat pro. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose sur ce qu'on a vu. Déjà, sa première apparition contre Nice m'avait convaincu. Et moi, je demande à en avoir davantage. Et pour moi, il a marqué des points de par le fait qu'il a réussi à se démarquer de l'équipe, je trouve, alors que c'est encore un tout jeune. On risque de le voir davantage, quoi qu'il arrive. Ouais, 2026, il a signé Rémi Labolascari, son contrat professionnel avec le Racing Club de Lens. Je te pose aussi la question à toi, Antoine. D'accord avec Labolascari, est-ce qu'il y en a peut-être un autre pour toi qui a marqué des points? Moi, franchement, j'ai un peu de mal à analyser ce match, pour dire la vérité. Je me garderais de donner des bons points ou des mauvais points sur un tel match. Je pense que, comme l'a dit Sébastien Nadé, l'important, c'était de gagner. Ça a été fait. J'ai quand même trouvé qu'il y avait de l'implication et que les principes de jeu avaient été respectés. Je pense que tout a été bien dit sur ce match. Moi, effectivement, aussi, j'aime bien la Bolascari. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est pas tous les jours qu'on arrive à sortir un attaquant de la Gaillette. Donc, si on peut avoir une belle histoire avec ce jeune qui puisse prendre du temps de jeu, et comme l'a dit Antoine Combe, il espère le revoir, mais je pense qu'avec l'effectif réduit et les petits pépins physiques ou les petits bobos et les joueurs un peu courts, je pense qu'on va avoir la chance de le revoir quelques fois dans les prochaines semaines. Ouais, pourquoi pas. À voir aussi avec le mercato, ce qui va se passer. Sachant que c'est beaucoup plus facile d'évoluer en Ligue 1 qu'en Coupe de France contre l'Inas Montlhéry. Oui, c'est possible aussi, en fonction des conditions de jeu. Alors, vous êtes pas trop chaud. Ouais, Greg, vas-y. Non, Rémi Labolascari, moi je suis très content de ce qui lui arrive, mais en toute sincérité, j'aurais pas mis une pièce sur lui il y a 1 an et demi ou 2, c'est parce que quand je le voyais jouer en réserve, il était jeune évidemment, donc c'est toujours compliqué, mais il a vraiment pris en maturité dans les déplacements notamment. Je le trouve beaucoup plus complet. Alors c'est normal, il était jeune, mais à l'époque, j'avoue humblement que je pensais que ça allait être compliqué de passer le cap, et il est en train de, non pas de me faire mentir, parce que je pense que mon avis, il s'en fout, mais en tout cas de prouver qu'il franchit les paliers, et je suis très content pour lui, parce qu'en plus apparemment il a une mentalité qui vaut le déplacement, donc on va suivre ça avec intérêt quand même dans les mois qui viennent. Et Dieu sait que c'est important, la mentalité dans le groupe de Francaise et au Racing Club de Lens. Vous n'êtes pas trop chaud en tout cas, vous avez du mal à débriefer un peu ce match. Je vais quand même vous demander de noter des joueurs, messieurs. Greg, je vais te donner le gardien remplaçant, le Jean Lulec qui a remplacé Brice Samba. Alors c'est vrai que c'est difficile, pas tant Brice Samba brille en ce début de saison.
Attention à ce que tu dis, Greg, attention à ce que tu dis. Et puis, oh, mais bon, dis donc, mais quel talent d'imitateur, c'est incroyable, Ouais. Antoine. Non, c'est compliqué de le noter tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire. Il y a eu quelques prises de balles en deuxième mi-temps qui n'étaient pas si simples. Il y a eu cette sortie au début où peut-être c'est une question de repère aussi parce qu'on a beau être un gardien expérimenté, encore une fois, le vent, les conditions, et en plus, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas été en condition de match officiel, c'est pas si simple. Après, évidemment, de toute façon, il est évident que l'arrivée de Brice Samba amène un nouveau regard sur le poste de gardien de but au RC Lens. Moi, évidemment, alors c'est pareil, on imaginait tous la possibilité d'aller au tir au but. Je sais que beaucoup ciblent notamment Jean-Louis Leca sur les séances de tir au but. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a cette image-là et en plus, il n'a pas de réussite, Jean-Louis Leca. Juste vous rappeler qu'une fois à Valenciennes, il arrête un penalty et le Valenciennois met la tête derrière, ça fait but. Il arrête un penalty contre Nantes. À Bollaert, finalement, ça a retiré pour 2 cm où il avait le pied devant la ligne. L'année dernière, il arrête un penalty à Strasbourg, mais il en avait pris un juste avant. Mais du coup, on oublie un peu les penaltys qu'il avait arrêté face à Strasbourg. Il avait au Paris FC, pour le coup, il n'avait pas arrêté penalty, mais le joueur parisien avait tapé sur le poteau. Donc en fait, c'est vrai que parfois, il paraît désemparé sur les pénaltys, comme beaucoup de gardiens. Il y a Hugo Lloris qui vient d'annoncer la fin de sa carrière. Je pense qu'il pourrait en témoigner. Mais voilà, c'est vrai que ça aurait pu être assez, et ce sera probablement peut-être le cas dans les prochains tours, dans des matchs où il n'y a plus de prolongation. On verra si Jean-Louis Leca fait mentir. Il avait aussi gagné des séances de tir au but avec Ajaccio en barrage pour les faire monter en Ligue 1. Donc voilà. Maintenant, sur le match. Plaidoyer pour Jean-Louis Leca, là. Non, c'est pas un plaidoyer, c'est juste que. Mais j'attends toujours la note, par contre. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que j'allais finir. Excusez-moi, j'ai divagué, mais c'était surtout pour parler évidemment de la titularisation de Jean-Louis Leca en Coupe de France. C'est un choix qui a été fait. On verra évidemment à l'avenir si ça s'avère judicieux, notamment si le Racing va jusqu'en finale. On verra ce qui arrivera. Donc voilà, mais moi sinon je mettrais 5. Que voulez-vous mettre comme autre note que 5? C'est très compliqué. Je suis d'accord avec toi. Il s'est pas troué, il n'a pas été décisif. Ça De toute façon, les gardiens, c'est toujours. quand même. Ouais, et puis c'est toujours dur à noter un gardien de but, clairement. Faut pas se mentir. D'accord. J'avais choisi également, on en a un peu parlé aussi, hein, mais Sébastien, Julien Le Cardinal, je l'avais choisi également. Moi, j'ai bien aimé. Même si effectivement, sur les centres, il a été très, très moyen. Mais il a fait preuve de beaucoup de bonne attention, beaucoup de vélocité sur son côté, beaucoup d'implication. Moi, je mettrais 6. 6 pour Julien Le Cardinal. Antoine, il va falloir noter, même si c'est pas simple, peut-être que tu vas pas trop aimer ce joueur que je te donne, mais c'est Lucas Poreba, qu'on a rarement l'habitude de voir un titulaire du côté du Racing. Ouais, ça va être une note relative, bien sûr, mais je lui mettrai, j'ai du mal à lui mettre la moyenne parce que c'est par rapport à des attentes dans un match où, on peut quand même estimer que Lucas Poreba faisait partie des 11 meilleurs joueurs sur le terrain. J'attendais un peu plus de lui, donc oui, je lui mettrai un 4. Mais bon, voilà, il n'y a rien de définitif avec ce joueur. Je pense que, comme l'a dit Ez en conférence de presse tout à l'heure, en préparation, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il est numéro 4 dans la hiérarchie. Il assimile beaucoup de choses, que ce soit la langue, que ce soit la tactique. Donc il faut être très patient avec ce joueur. Mais c'est vrai que, comme beaucoup, j'étais content de le voir titulaire parce qu'il y avait une forme d'enthousiasme de voir un joueur qu'on connaît très peu et qui est quand même arrivé avec une réputation de capitaine des espoirs polonais, etc. Et c'est vrai que sur le match de Coupe de France, on attendait peut-être un petit peu plus de lui. Voilà. Donc 4 pour Lucas Poreba. Antoine Combe, on en a déjà beaucoup parlé, du coup tu vas me donner que sa note. Rémi Labolascari. 6. 6, très bien. Est-ce que l'un d'entre vous a un carton rouge ou un carton jaune? Écoutez, personne n'est aujourd'hui. Non, moi c'est sur le. Moi, c'est pas spécifiquement sur ce match, mais je dirais que j'ai du mal avec cette Coupe de France qui s'arrête où il n'y a pas de prolongation. On a tous tellement vécu de moments complètement fous en Coupe de France sur des prolongations que j'ai l'impression que tout est fait pour démythifier au fur et à mesure cette compétition. Et surtout que c'est pas forcément négatif par rapport au club amateur. Moi, j'ai le souvenir de la prolongation de Calais face à Bordeaux, notamment. Bon, ça remonte un petit peu, mais bon, voilà, Calais avait fait la différence, notamment face à Bordeaux en prolongation. Ouais. J'ai un carton vert. Ah, non, excuse-moi, fini. Non, vas-y, Antoine, c'est bon. Vas-y.
Ça n'a rien à voir avec le match, mais ça va voir avec la Coupe de France. Un carton vert au Puy-en-Velay. Voilà. J'avais le même. Et on voit pourquoi. On sait pourquoi, en tout cas. Pas besoin de développer plus que ça. Le Racing affrontera le Stade Brestois pour le prochain tour. Moi, de j'ai la un Coupe de petit France. carton rouge, Valentin, Ouais, très rapide. rapidement, C'est, ouais. je ne comprends pas pourquoi la Coupe de France n'est pas à 100% sur le service public. Voilà. Bah ça fait longtemps. Hein. Ouais, je sais, C'est pas mais il faut d'aujourd'hui, le dire. hein. Voilà, faut faire les vieux fourneaux, C'était là, Eurosport, les vieux grognards, c'est pas normal. C'était Eurosport avant, c'est Beansport aujourd'hui. C'est vrai que Ah bon, ouais. bah, voilà, c'est business is business. Prochain match du Racing à Brest. Le Racing se déplacera le 22 janvier prochain à 21h, un dimanche soir. Un déplacement à Brest, ça va pas être simple. Pour son prochain tour de Coupe de France. Avant de jouer, messieurs, on va quand même passer à l'actu, hein, puisque l'équipe féminine jouait également en Coupe de France ce week-end. Elles étaient sur les 12 pelouses des matchs de la Coupe de France. Actuelle 3e du championnat de D2 à la mi-saison, les filles de Sarembarek jouaient samedi son 16e de finale, elles, de coupe contre une formation qu'elles connaissent bien, puisque dans la même poule de D2 féminine que elles. Un match très compliqué hein, pour les joueuses de Sarembarek, dans lequel elles ont été menées 2 fois, mais qu'elles ont réussi également à égaliser 2 fois. Les Lensoises s'en sortent finalement au tir au but après un match nul, 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Qualification donc pour les filles de Sarembarek pour les 8e de finale. Il faudra quand même se ressaisir hein, parce que le match n'a pas été forcément non plus formidable pour les filles, surtout que le prochain match de championnat sera un déplacement sur le terrain du LOSC, actuel leader du championnat de D2 féminine, pour un derby qui s'annonce déjà bouillant du côté de la D2 féminine. C'était l'actu du Racing. Un petit mot quand même, bravo à Emma Smali pour son doublé. Alors on n'en parle pas beaucoup d'Emma Smali, mais c'est vraiment une joueuse majeure qui a une qualité de pied gauche qui est très intéressante. L'année dernière, elle a mis un coup franc notamment magnifique contre Reims en Coupe de France. Donc ça ne m'étonne pas que la lumière soit venue d'Emma Smali, qui a vraiment une qualité de pied gauche qui est vraiment intéressante. Très vraiment. C'est vrai, tu as raison de le souligner, Greg. Allez, on va jouer, messieurs, c'est l'heure de la mi-temps dans ce Culture sang et or. C'est parti pour un quiz. Alors, on a débriefé un match de Coupe de France, le Racing brille hein, en ce moment. Eh bien, je vais vous proposer un quiz spécial Racing Club de Lens de la Loose en Coupe de France. Oh. Oui. Je pense que la personne qui sera dans l'équipe de Greg sera peut-être avantagée connaissant son puits de science. Hein. Alors, pour la petite histoire, hier, je me suis amusé dans ma tête, j'avais que ça à faire, de me refaire les 30 dernières éliminations du RC Lens et je les ai toutes dans l'ordre. Comme par hasard. Alors, je vous assure que c'est vrai. Le tirage au sort a été fait par Alexis. Non, mais ça sert à rien. Donnez-le à Rainman, ça sert à rien. Avant le. Rien que pour le fait que je réfléchis à ce quiz, si ça sert à quelque chose, Antoine. Merci. Sébastien Dallet sera avec Greg Lallemand. C'est parti. Sur un terrain, j'aurais vraiment rêvé que ça arrive un jour. Moi en fixation et Sébastien Dallet pour courir pour moi parce que moi la doublette des Antoine ensemble pour la deuxième équipe. Alors question de rapidité, 5 questions, la première équipe à 3 points remporte le quiz. Je vous donne le score et le nom du stade, vous me retrouvez l'équipe qui a éliminé le Racing Club de Lens. C'est parti, 0-0 à la Beaujoire. Greg. Les Herbiers. Ah merde, faut dire le prénom. Oui. Les Herbiers, en 2018. Forcément, oui. Déjà qu'on n'a aucune chance, Antoine. Si en plus. C'est ma première de l'année, il faut que je me remette dedans moi aussi. Hein. Les Herbiers en quart de finale 2018, défaite 4-2 tir au but pour le Racing. Jean Laville 1-0. Ça casse le souvenir pour Antoine. Jean Laville, putain, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est Besançon, non? Non, faux. Antoine. Jep. Faux. Antoine. Monceau-les-Mines. Oui, c'est bon. Monceau-les-Mines. Mon premier traumatisme de supporter. 2006. C'était à Guignon le match, non? Eh ben, Jean Laville, c'est Guignon. Ouais, Jean Laville, je savais pas. Jean Laville, c'est Guignon. Victoire 1-0 de Monceau-les-Mines. Le match décante en fin de match sur un penalty. C'était en 2007. T'avais dit 0-0, non? Comment? T'avais pas dit 0-0? Non, 1-0. Non, il y a qu'à 0. Autant pour moi. Non. Le Racing avait la voie ouverte, la voie royale cette année-là, et finalement se fait éliminer par Monceau-les-Mines. Troisième proposition, Stade Bollard 0-0. Antoine, j'ai dit. Non, j'ai dit Arras. Greg qui répond. Oui. Je vais dire Arras dans Arras saison du coup 2008-2009.
Oui. 2008, ouais. Arras 0-0, 7e 2008, tour de 2009. Coupe de France. Ouais, 2008, Septième 2009, tour. mais c'était encore en 2008. C'est ça. Avec un gros penalty de Geoffrey Domingue. 4-2 au tir au but pour Arras cette année-là. Prochaine proposition, Michel Hidalgo, 2-1. Greg. Greg, Bon, je sais pas, Besançon du coup. c'est faux. Antoine, Antoine, Dieppe, c'est faux. C'est bon, on t'entend pas. Hein. Personne ne l'a? Ah, si, Michel forcément. Hidalgo, Michel Hidalgo, attends. Michel Hidalgo. Non, Greg est en train de refaire les 30 là. Bah ouais, je suis en train de me dire le 2-1, c'est quoi Rambouillet. C'est faux, mais c'est en Ile-de-France. Greg. Greg, Sanois Saint-Gratien en 2012. tout à fait. Sanois Saint-Gratien, c'est gagné. Pour la team Greg Sébastien Dallet, victoire. Je le mets sur la voie et il finit. Ah, à c'est ça, fait. exactement, bien sûr. Bon, allez, le dernier, je vous le donne quand même. Léo Lagrange, 2-1. Léo Bah, Lagrange. Léo Lagrange, 2-1. C'est une proposition Ça, que vous m'avez fait au moins. ça peut être joué partout en France, Léo Une Lagrange. proposition que vous m'avez fait au moins 2 fois durant ce quiz. Hein, Greg déjà. Dieppe. Dieppe, Dieppe. Dieppe. Non, c'est faux. Parce que Dieppe, c'était Besançon. 2-1. Hein. Besançon, ouais. Besançon, oui. tout à fait. Donc on aurait gagné si on nous avait attribué le 18, ça, Arras. non Hein. Comment 98 2000, 99. 2000, ouais. 2000, ouais, c'est ça. 32e de finale de la Coupe de France, défaite à Besançon 2-1. Et à De Besançon, jolis il y avait souvenirs pour les supporters de Lens, tout ça. Hein. sous la neige, à Besançon, il y avait Michael Isabé qui avait marqué, notamment, Ouais. avant qu'il signe à Sochaux. C'est Sochaux. connu peut-être. La cette- honte ce jour-là, parce que les joueurs lensois voulaient arrêter le match parce qu'il neigeait. Ils étaient menés 2-0. C'était vraiment la honte ultime. Ouais, ouais. Ça avait fini en bagarre sur le parking avec Réduction du score de Morera dans les arrêts de jeu. incroyable Olivier ça Dacour, va. Cédric Barthelin. Tout ça. Une grande soirée de football. C'était le Racing Club de la Louse de Coupe de France. Dans ce quiz, deuxième partie, c'est parti, messieurs, et on va entamer ce débat qui fait parler, en tout cas qui va faire parler, je pense, qui va sûrement diviser. Nous arrivons quasiment à la mi-championnat. Hein. Alors, les plus tatillons me diront qu'il reste encore 2 matchs de cette Ligue 1 2022-2023. Le Racing réalise la meilleure performance de son histoire, hein, stade de la compétition pour l'instant, deuxième, 40 points après 17 matchs. C'est quasiment un parcours de champion, hein, si on accepte le Paris Saint-Germain. Après 2 premières saisons pleines de promesses, tout le monde s'accordait pour dire que viser le top 5, voire le top 6 en fonction du vainqueur de la Coupe de France serait déjà très satisfaisant. Mais aujourd'hui, eh bien, un RC Lens hors du podium au fait de ce début de saison, est-ce que ce serait pour vous une déception? Je vais donner la parole à Sébastien Dallet pour commencer le débat. Non. C'est tout. Je sais pas, on peut argumenter, hein. C'était juste, on peut Ouais, argumenter. on peut argumenter, ouais. Non, sur le podium, non, ce serait pas du tout une déception. Et puis, on en avait déjà un peu parlé avant la Coupe du Monde. Moi, je souhaite à Lens aujourd'hui de concrétiser effectivement les 2 saisons qui viennent de se passer, où en termes de points, ils ont encore augmenté l'année passée et ils auraient dû être logiquement en Europe au vu des saisons dernières et le nombre de points. Moi, cette année, encore une fois, je reste sur ce que je pense. J'aimerais bien un beau parcours en Coupe de France, vraiment. Et après que Lens termine européen, voilà. Mais de là à être sur le podium et viser avec des champions, je ne trouverais pas forcément ça intéressant. Voilà. Ce serait pas intéressant, mais est-ce que tu serais pas déçu quand même? Non. Non? Ok. Pas du tout. Non, qui touche l'Europe, ça serait, je pense, une vraie concrétisation du travail de Francaise, en fait, voilà, et du groupe. Donc effectivement, on n'en est qu'à la 17e journée. Voilà, on n'est même pas à la moitié. Il peut se passer énormément de choses. C'est l'hiver. Bon, à voir. On verra. Et c'est une année particulière, effectivement, avec une grosse coupure. Donc, à voir, mais le podium, non, je serais vraiment pas déçu si Lens n'est pas sur le podium. Il y a du lourd derrière. Il y a du très, très lourd. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus formatées pour jouer le haut de tableau et le titre que Lens. Donc, aujourd'hui, Lens, qu'on termine 4e ou 5e ou qu'on gagne la Coupe de France, bah, franchement, saison magnifique. C'est ton avis, Seb. Ouais. Dites-nous dans le chat de l'émission, quel est, vous, à votre avis, est-ce que vous seriez déçu si Lens ratait finalement le podium en fin de saison? Antoine, je te donne la parole sur ce sujet-là. Est-ce que tu es plutôt de l'avis de Seb, quand on voit quand même que le Racing a 10 points d'avance aujourd'hui sur le LOSC, 6e, il me semble, quand on voit que Rennes est déjà à 6 points, alors tout va vite dans le football, évidemment, mais
aujourd'hui, Antoine, est-ce que tu serais déçu si le Racing finalement ne décrochait pas le top 3 de la Ligue 1? Alors déjà, dans la question, je vais faire la distinction entre la 3e place et la 2e place. Pour moi, la 3e place, elle est quand même très compliquée. Parce que la 3e place, c'est quoi? C'est jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Je ne sais même pas si la musique de la Ligue des Champions résonne lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions. En tout cas, il y a 2 tours. Et il y a 2 tours. Ouais. Et tu commences fin juillet. Ce qui fait 4 matchs, ouais. Donc, moi, clairement, déjà, j'aurais tendance à dire, si on finit hors de la 3e place pour être sur la 4e marche, parce qu'on perd la 3e place à la dernière journée, je pense que je le vivrais plutôt bien. Maintenant, je rejoins complètement ce que dit Seb, c'est-à-dire que pour moi, si on finit pas sur le podium, ou même si on va pas en Ligue des Champions, je pense qu'il y a certains joueurs absolument majeurs aujourd'hui qu'on aura beaucoup de mal à retenir. C'est ça aussi. Hein. Ça fera chier, ça fera clairement chier. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans une optique où je serais tellement fier de revoir le RC Lens en Europe que ne pas aller en Ligue des Champions, pour moi, ce serait pas une fin en soi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même sentir que, sauf cataclysme, on devrait quand même aller jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Effectivement, si on finit 2e, ça serait extraordinaire. Moi, je pense à une dédicace d'ailleurs à Raman et Loulou, mes gars sûrs, là, qui n'arrêtent pas de me dire que le RC Lens finira devant le PSG à la fin de la saison. Moi, je n'arrive pas à aller à ce niveau d'extrême optimisme. Même la 2e place, elle me paraît quand même très difficile quand on voit que Marseille est en train encore de se renforcer. Après, le mercato sera long, ils vont peut-être aussi perdre des joueurs. Je vois un Rennes aussi très fort, même s'il y a la blessure de Martin Terrier. Et j'ai toujours cette interrogation sur est-ce que le RC Lens va continuer à performer de cette manière jusqu'à la fin de saison. Moi, personnellement, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à nous mettre en favori pour la 2e place. Donc, pour l'instant, je ne peux pas me dire que je serais déçu si on n'y accède pas, parce que pour l'instant, j'y crois pas encore véritablement. C'est intéressant de relancer ce débat également. Là, on le fait aujourd'hui, hein, mais de le relancer peut-être dans 10 journées, dans 15 journées, pour voir un petit peu si vos avis changent au fur et à mesure que la saison se déroule. Greg, je te pose la question à toi aussi. On a donné un petit peu les arguments pour ce Racing Club de Lens, qui vraiment top performe à l'heure actuelle. Est-ce que toi, tu serais déçu, entre guillemets, si le Racing finalement n'accrochait pas le podium? Alors, le premier postulat, c'est de se dire que ce club n'a plus joué la de Coupe d'Europe depuis 2007-2008. C'est-à-dire que ça fait 15 ans. Et je pense que rien que de jouer la conférence Europa League, alors ça peut faire sourire aujourd'hui, mais ce serait déjà une première pierre incroyable de retour véritable du club au plus haut niveau. Je pense que ce serait mérité au vu de ce qu'on voit depuis le retour de Lens en Ligue 1, déjà, ça serait important. Et puis après, il faut voir au niveau comptable. Ça veut dire qu'il reste aujourd'hui, il reste 63 points à prendre. Lens, on a pris 40 sur 51, c'est extraordinaire. C'est un bilan extraordinaire, exceptionnel. Lens devrait être premier dans n'importe quel autre championnat quasiment, parce que Paris est sur un rythme encore plus fou. Mais il reste 31. Il faudrait aller au moins jusqu'à 71 points. Donc ça veut dire 10 victoires. Clairement, c'est faisable, bien sûr, mais c'est pas sûr. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, l'OM est terminé 2e avec 71 points. En revanche, l'année d'avant, le PSG a terminé 2e avec 82 points. C'est-à-dire encore le double de ce que fait Lens aujourd'hui. C'est vraiment très compliqué, notamment dans une saison où tout le monde marque des points. Aujourd'hui, Lens n'a que 4 points d'avance sur l'OM, par exemple, alors qu'on a l'impression que Lens est au-dessus de tout. Alors, ça, c'est au niveau comptable. Et après, c'est au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire que tout dépend vraiment de ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Et moi, je veux dire, parler de déception, je ne vois pas en quoi Lens pourrait être déçu simplement. Le simple fait que les gens rêvent aujourd'hui autour du Racing Club de Lens d'un retour en Ligue des Champions, c'est déjà extraordinaire. C'est Florent Gisolfi, alors il est parti, mais qui disait ça même dès son arrivée. Moi, je l'avais vu quelques jours après, un mois et demi après le début de Lens ou du retour de Lens en Ligue 1, où Lens déjà surprenait après avoir battu Paris, etc. Il avait dit on ne peut pas empêcher les gens de rêver. Et je pense que le club est aujourd'hui à cette étape-là, toujours. On ne peut pas empêcher les gens de rêver. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que Lens est à sa place, entre guillemets. Il est à sa place parce qu'il montre, mais ça doit rester, on doit rester vraiment
tous très lucides par rapport au fait que c'est extraordinaire. Le niveau de jeu est extraordinaire, la solidité est extraordinaire, que la cohérence à tous les niveaux elle est extraordinaire et que ça peut foirer n'importe quand à compenser par mercredi. Donc, quand les joueurs disent on se fout toujours un peu de leur gueule, un match à la fois, il en reste 21. Donc, restons raisonnables par rapport à ça. Et si Lens va en Ligue des Champions, ce sera un véritable exploit, peut-être même l'un des plus grands de l'histoire du club, peut-être même au-dessus des titres de champion, parce que évidemment, il n'était absolument pas programmé pour revenir en Ligue des Champions. Il faut voir ça comme une chance énorme, extraordinaire de vivre un truc qui ne doit pas arriver pour un club qui n'a que 3 ans d'existence en Ligue 1. Lens va affronter Strasbourg, par exemple, souvenez-vous, il y a 3 ans, Strasbourg, c'était le modèle à atteindre. Aujourd'hui, Strasbourg est dans la merde, dans la plus grosse merde qui soit, on ne sait pas où il va, donc ça peut aller très vite. D'une saison à une autre, d'un mois à un autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'espoir existe. Et ça, c'est déjà incroyable alors qu'on n'est pas encore à la fin des matchs allés quand même. Donc, il reste du chemin. La déception, on verra si elle existe. En tout cas, pour l'instant, le simple fait de rêver au retour de Lens en Ligue des Champions, pour toutes les jeunes générations qui ne l'ont pas connu, ça fait 20 ans que Lens pile poil que Lens n'a plus joué à la Ligue des Champions. Il faut s'accrocher à ça le plus longtemps possible, mais il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Le simple fait que le club revienne au plus haut niveau, aujourd'hui, il est en train de faire le trou, il peut très bien rêver de la Coupe d'Europe et ce sera déjà franchement, vraiment, vraiment une grande réussite. Ouais, Greg, tu as tout à fait raison. Après, on parle souvent, hein, en tout cas, Antoine aime bien évoquer la culture de l'instant. Eh ben, on ne peut pas empêcher les gens aujourd'hui, hein, comme tu dis, Greg, de rêver aussi. Hein, quand tu vois le début de. C'est bien de rêver, c'est cool. La première partie de saison, tu ne peux pas empêcher et surtout ceux qui n'ont pas connu le Racing à ce niveau-là dans les années 2000, de rêver, de se dire, bah ouais, si jamais le Racing finalement, après ce début de saison, n'est pas sur le podium, bah ouais, je peux être déçu, pourquoi pas. Antoine Combe, je te donne la parole également sur ce sujet-là. Alors, sans te dénigrer, toi qui es un petit peu plus jeune, c'est vrai, tu n'as pas forcément connu le Racing un petit peu au haut niveau, ou alors peut-être un petit peu dans tes jeunes années. Est-ce que toi, tu serais déçu aujourd'hui de ne pas revoir le Racing sur le podium pour avoir en Ligue des Champions à la fin de la saison? Moi, je l'ai connu européen, mais vraiment sur la fin, en Coupe de l'UEFA avec Osasuna, Leverkusen, tout ça, mais les époques, les grandes épopées, Ligue des Champions, etc., moi, je ne les ai pas connues. Pour en revenir à la question, quand on part en début de saison, moi, j'étais encore en train de me dire, saison à 4 descentes, oui, on vient de rater l'Europe sur 2 saisons de suite, mais moi, en début de saison, je disais, si on est maintenu, c'est bien. Donc, à partir de là, c'est quand même du bonus par rapport à tout ce qui arrive. Après, il y a quand même une forme de continuité par rapport à la saison dernière où, en fin de saison, on rate l'Europe sur la dernière journée. Donc, il y aurait quand même déjà une déception à ne pas être européen. Après, la Ligue des Champions, pour moi, et je l'applique même dans ma vie de tous les jours, on est déçu si on attend quelque chose des gens ou par exemple, là, en l'occurrence, du club. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce que le club finisse en Ligue des Champions? C'est ça qui définira si en tout cas, moi, si je serais déçu. Et là, je rejoins un peu ce que disait Antoine. Pour moi, il y a 2 grosses équipes qui, depuis le début de saison, m'inquiètent, même si on est devant et qu'on les a battus, c'est Marseille et Rennes. Qui, de par la qualité de l'effectif, fait que j'ai du mal à les voir finir derrière nous. Notamment Rennes, qui, malgré la blessure de Terrier, quand tu vois quand même l'effectif, c'est du très lourd, quoi. Sachant qu'en plus, ils sont encore en Coupe d'Europe. Donc, il y a toujours une sorte de mood autour de l'équipe qui fait que tout se passe bien pour eux quasiment. Marseille, ça a été un peu plus compliqué en Ligue des Champions, mais avec le recrutement qu'ils sont en train de faire là, avec la recrue de l'Atalanta, tout ça, ça montre qu'ils sont quand même à prendre au sérieux et qu'ils arrivent quand même assez facilement, entre guillemets, à prendre des points en championnat, même s'ils sont un peu moins flamboyants, je trouve que. Après, là où. Antoine, je me permets juste, on oublie Monaco. Mais oui. Parce que Monaco, c'est quoi? On ne cite jamais Monaco. Pour moi, Lyon, Nice, c'est terminé, mais Monaco n'est pas encore lâché. Hein. Je suis d'accord. Et par contre, là où je pense que je pourrais être déçu, c'est qu'en termes de qualité de jeu, je vois pas pourquoi on ne terminerait pas sur le podium. Parce qu'à l'heure actuelle, 17 journées, qui joue mieux que nous? Voilà. D'accord. Parce que tu es derrière Paris parce que tu as fait 2 matchs nuls en plus qu'eux. C'est tout. Tu as perdu le même nombre de matchs, et encore, c'est sur un penalty. Donc, moi, c'est ça qui
là où j'aurais ma déception, c'est si on continue sur tout le championnat à avoir cette qualité de jeu et à proposer toujours autant de qualité et de bonheur finalement sur le terrain, et que c'est pas et que on soit que payé entre guillemets, je mets des grosses guillemets à que par une Europa League ou une Conference League. Moi, ma déception, elle pourrait venir de là. Si le club continue à hyper bien bosser, à hyper bien proposer, à être cohérent, mais que bon, voilà, ça peut arriver que tu es flamboyant et que bon, tu tapes un match nul, une défaite imméritée, tout ça, et que derrière, c'est un peu moins flamboyant, mais des faits de jeu qui font que ça va te chercher une victoire à 93e, etc. Et qu'à la fin de la saison, ça te passe devant. Donc moi, ma déception, elle pourrait venir de là. Après, comme je l'ai dit au début de mon propos, moi, j'ai connu que la Coupe de l'UEFA et la Coupe Intertoto. Donc moi, une Conference League et jouer des clubs d'Europe de l'Est, etc., moi, ça me va très bien et je serai très heureux. Mais voilà, sous condition que finalement, ça se détériore au niveau de qualité du jeu. Mais je pense surtout dans cette année 2023, il faut vraiment que les gens prennent conscience de la chance qu'il va y avoir à vivre des matchs au Stade Bollaert. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des enjeux. Lens va recevoir Monaco, Lens va recevoir Marseille, Lens va recevoir Lille. Et si à ce moment-là, il est devant et qu'il a l'occasion de ne pas tuer le game, mais de vraiment faire le break, on va vivre des grandes soirées. Et ça, rien que ça, quand on sait d'où vient ce club, il faut savourer, il faut croquer là-dedans, comme le Bollaert avait croqué à la fin de la saison dernière sur les matchs contre Monaco, les matchs en jeu, les déplacements à Reims ou à Troyes où il y avait une ambiance extraordinaire. Et si la récompense suprême est au bout, et quand je dis suprême, c'est même pas vrai, parce que j'aimerais que dans un monde normal, un club comme Lens puisse espérer jouer le titre jusqu'au bout après ce qu'il fait. Pour le coup, moi, ça me semble compliqué. Mais si la récompense de la musique de la Ligue des Champions sera formidable, mais rien que le fait de se dire qu'il y aura certainement du guichet fermé jusqu'au bout avec des matchs qui peuvent flinguer l'ambiance et être extraordinaires à vivre, combien de clubs aujourd'hui en France pourraient juste espérer les 6 mois qui arrivent pour le RC Lens. Donc croquer là-dedans, et après la déception, moi j'ai du mal à imaginer que le club puisse être déçu s'il finit 4e ou 5e, vu d'où il vient, mais après c'est qu'un avis personnel. Ouais, dites ça aux Strasbourgeois aujourd'hui, là où ils sont. On va en parler dans un instant des Strasbourgeois. Après, à voir au niveau de l'effectif, parce qu'on ne sait pas les discussions de vestiaire. Quelles sont leurs attentes à eux? Mais moi je pense clairement qu'eux ils veulent aller au bout du bout. Évidemment, le match c'est des compétiteurs. C'est ça. Ils n'ont pas de limite. Ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas envie de le dire pour X ou X raisons. Voilà, pour rester focus sur leur objectif, pour ne pas s'étaler, pour pas peut-être. Moi, je me souviens que quand Clément Michelin avait dit, après un mois d'entraînement en retour, il avait dit pourquoi nous on viserait le maintien, on veut jouer les 10 premières places, tout le monde lui tombait dessus. C'était un retour en Ligue 1. Et eux, dès le départ, moi je me souviens de Gaël Kakuta qui parlait déjà d'Europe, pas forcément pour la première année, mais c'était un projet qui était sur 3 ans. Et je pense que la vraie déception, quand tu fais 7e, surtout avec la qualité de jeu que tu proposes sur les 2 premières saisons, et ce que tu fais depuis 6 mois, parce que franchement, depuis le mois d'avril dernier, c'est-à-dire qu'il faut voir ça sur une continuité totale, et non pas sur la saison, mais sur l'année civile. Depuis le match de Nice à Bollaert. Voilà, il y a eu des matchs extraordinaires. Je pense que la déception, évidemment, aujourd'hui, elle viendrait de ne pas être européen pour le RC Lens. De ne pas être en Ligue des Champions, là on parle encore d'un niveau au-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, il faut rêver, mais il reste 21 matchs, il n'y en a que 17 qui ont été joués. Pour clore le débat, je vous laisse avec ce commentaire dans le chat de l'émission. VDH59, c'est encore trop tôt pour vraiment viser le podium. Être européen serait déjà génial et permettrait de continuer à faire avancer le projet. La Ligue des Champions serait simplement la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ce que nous dit VDH59 dans le chat. Très bien résumé. L'émission. Vous aussi, donnez-nous votre avis, notamment sur la projection du prochain match du Racing Club de Lens, qu'on entame tout de suite, puisque ça rejoue très vite. Le Racing retrouve le terrain dès mercredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, déplacement en Alsace. C'est un autre Racing actuel avant-dernier du championnat. Un club cher à notre ami Guillaume, chroniqueur de Culture Sans Erreur, un de nos chroniqueurs qui doit être ravi que Julien Stéphan quitte ce club de Strasbourg. Le RC Club de Strasbourg sera le prochain adversaire. Vous précisez que c'est ironique là, non ? Oui, évidemment. Oui, on signale que c'est ironique. Allez, merci Antoine. Le Racing Club de Strasbourg, des Alsaciens où rien ne va plus aujourd'hui, puisque donc l'entraîneur Julien Stéphan vient d'être mis à pied. On l'a appris cet après-midi. Le club a à peine une victoire depuis le début de la saison. Avant-dernier au classement, 11 points seulement après 17 matchs.
Antoine, c'est plus le même Strasbourg aujourd'hui que le Racing va affronter par rapport aux 2 dernières saisons? Ah non, ça c'est sûr que c'est plus le même, mais ça veut pas dire qu'il en sera pour autant moins dangereux. C'est un match hyper compliqué à approcher, surtout que là, ils viennent de mettre à pied leur entraîneur. Donc, c'est un adjoint que personne ne connaît qui va prendre l'intérim très certainement sur le match de mercredi. Je trouve que Strasbourg, pour avoir vu quelques-uns de leurs matchs, surtout les derniers, c'est quand même une équipe qui propose du jeu, qui a la malchance en fait du club qui est poissard et qui a cette descente qui est dans toutes les têtes. Mais voilà, les électrochocs suite à des changements d'entraîneur, soit il se passe, soit il se passe pas. Ça va être la grande question mercredi. Est-ce que je crois que Stéphane s'était un peu pris le bec avec certains cadres en début de saison. Est-ce que du coup ça va amener une forme de libération chez certains? Est-ce qu'il va pas y avoir une nouvelle étincelle? Voilà, ça va être c'est hyper compliqué, je pense, à préparer. Mais je pense que du côté de Francaise, c'est comme d'habitude, on va jouer avec nos principes de jeu, on va mettre tous les ingrédients. Je pense que quand même, les dynamiques sont clairement à notre avantage maintenant. Souvent, dans les situations désespérées, la lumière surgit et côté strasbourgeois, il faut espérer que ça soit pas la baguette magique de Vatelier qui leur montre la voie. C'est le Texier. C'est le Texier, mais c'est un peu préparé. Le Texier, oui. Voilà. L'arbitre de la rencontre. C'est intéressant ce que tu dis, Antoine. Je vais poser la question à Sébastien, toi qui as été joueur Sébastien professionnel. Quand un coach est limogé comme ça en cours de saison, est-ce que ce choc psychologique, il existe vraiment? Est-ce que toi tu l'as vécu? Est-ce qu'il existe vraiment pour les Strasbourgeois? Pourquoi pas? Moi, je l'ai vécu avec Lens, notamment, Ouais. quand Roger Lemaire a remplacé Slavo Muslin, par exemple. Je l'ai aussi vécu dans d'autres clubs. Ça dépend ce qui se passe réellement dans le club. Moi, ça me fait très, très peur pour Lens à Strasbourg, parce que Strasbourg, ils n'ont pas perdu la flamme comme ça du jour au lendemain. C'est bizarre. C'est bizarre. Et Stéphane, il réussit 1 an dans les clubs. Donc, c'est encore plus bizarre. Et il y a un gros public à Strasbourg. L'année 2023 commence avec une élimination en coupe, changement d'entraîneur. Je me sens pas très fier. Voilà, ouais. je vais être petit cul sur ce match, même si on sait que côté lensois, comme le disait Antoine, ça ne va rien changer puisque les principes de jeu seront toujours là, l'envie sera toujours là. Voilà, il n'y a rien qui changera. Mais j'ai peur. J'ai peur que les joueurs soient soulagés, parce que pour moi, il se passe quelque chose de bizarre à Strasbourg, et peut-être que là, ils ont fait ce qu'il fallait peut-être pour de nouveau respirer. Donc, quand tu reçois le 2e du championnat, que tes joueurs à Strasbourg aujourd'hui, tu n'as rien à perdre. Rien du tout. Voilà, rien du tout. Donc, c'est normal, c'est logique si tu perds chez toi, parce que c'est le 2e du championnat. Et là, ça me fait peur. Voilà. Ouais, c'est logique, oui et non, parce qu'il commence quand même, il va falloir peut-être commencer pour les Strasbourgeois à prendre des points, malgré tout. Ouais, mais bon, c'est soit tu reçois Paris, soit tu reçois Lens, voilà, ou Marseille, ou voilà, tu vois. Donc c'est du lourd. Aujourd'hui, Lens, c'est du très très lourd. Personne ne veut rencontrer Lens, tu vois. Donc voilà, mais moi, ouais, ça va être un très bon match à regarder. Ouais. Greg, pour ce qui est de Strasbourg, c'est vrai que du côté de Francaise, c'est un club qui ne réussit pas, Francaise, en termes d'historique, depuis le retour en Ligue 1. 3 défaites pour une victoire seulement pour le Racing. Est-ce que tu crois que ce chat noir va continuer à exister? Je ne sais pas si on peut parler de chat noir, mais c'est sûr que le contexte de ce match, il est évidemment particulier. Sébastien disait que Strasbourg n'avait pas forcément de pression finalement, parce qu'il recevait l'un des clubs, peut-être même l'équipe qui est la plus impressionnante en ce moment en Ligue 1. Moi, j'ai vu le match que Strasbourg avait livré face à Marseille, notamment, où ils avaient arraché le match nul sur une superbe volée de Gamero à la fin.
c'est une équipe où tu as l'impression que rien va jamais bien se passer. Le RC Lens sait ce que c'est que ces saisons où tu peux mettre tout en œuvre et il y a toujours le couac. C'est une équipe qui n'a toujours pas, je crois, gagné à domicile cette saison. Et il faut toujours une première. Et évidemment, quand il y a un changement d'entraîneur, on se dit que c'est là que ça va tomber. Il y a un déclic psychologique. Il y a des joueurs qui vont peut-être être libérés de certaines responsabilités, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que tactiquement, ce sera plus non plus le même système. Est-ce que Lens aura eu l'occasion de bien préparer ce match? Parce que s'il y a un changement tactique, et ben évidemment, il n'y a pas eu de match avant pour les observer. Donc il y a plein de petites choses. Il y a le public de la Méno, il y a cette faculté Strasbourg qui a évidemment un peu le couteau sous la gorge quand même maintenant. Moi, je les ai vus contre 3 la semaine dernière. Bon, ils font le plus dur, ils mettent un but de fou, ils reviennent à 2-2 et puis derrière, ils prennent une volée incroyable. Donc attention, évidemment, leur match contre Angers, par contre, je l'ai regardé en Coupe de France, on sentait l'équipe au fond du trou. Je pense que le déclic psychologique peut être positif pour les Alsaciens et que ce sera tout sauf une promenade de santé. Il ne faut pas se fier au classement dans des matchs comme ça. Ça risque d'être très très compliqué de ramener une victoire de la Méno et même un match nul, même si j'entends bien que sur le rythme que Lens voudrait continuer à suivre, même un match nul serait plutôt pas mal de continuer la série. C'est-à-dire match nul à Nice, gagner contre le PSG et continuer la série d'invincibilité, débuter après le match contre le LOSC. Ce serait déjà, je pense, aujourd'hui plutôt sympa de signer pour le RC Lens sur un match nul en Alsace. Bon, Alors, Lens a été bon sur le fait de vouloir recruter Thomasson. C'est vrai qu'il y a la rumeur, il y a la rumeur Adrien Thomasson, on ne sait pas trop où ça en est aujourd'hui. Je vois tout le monde un petit peu. Alors Greg me dit que si, donc tu as des infos, Greg, peut-être? Non, oui, des infos, c'est que oui, c'est évidemment le contexte de ce match tombe aussi, va peut-être un peu ralentir la mise en place du dossier, mais oui, il y a quand même plus qu'une possibilité de voir Adrien Thomasson débarquer au RC Lens, un joueur que moi j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui dans un contexte d'une équipe en confiance peut vraiment être intéressant entre les lignes techniquement. Enfin, on reviendra peut-être là-dessus si un jour ici, mais effectivement. Contre-pressing aussi. Pardon? Dans le contre-pressing aussi. Oui, c'est un joueur, en plus qui a apparemment une mentalité pareille. Les gars. C'est un joueur assez complet qui peut être intéressant dans un groupe. Donc oui, ça fait aussi partie de l'histoire de ce match quand même. Là. On va dire, ça me rappelle juste pour un souvenir c'était Yannick Gomis au RC Lens qui n'avait pas joué contre Guingamp en début de saison, tout début de saison en Ligue 2. Il n'avait pas joué contre Guingamp parce que le matin même, ses agents étaient en train de discuter avec Guingamp pour le faire signer du RC Lens à Guingamp. Et Philippe Montagny avait été mis au courant et finalement Yannick Gomis avait commencé sur le banc un match où il devait être titulaire. Donc voilà, et ça fait évidemment partie de la préparation d'un match dans un contexte où Strasbourg a changé de intéressant coach. de voir s'il sera titulaire On va voir, parce que si Adrien Thomasson fait un gros match, Mm. s'il fait un gros match, c'est qu'il n'aura pas été perturbé, mais il peut aussi se planter parce que ça peut toujours jouer quand même dans la tête d'un joueur. Je pense, Sébastien, j'ai pas été un joueur de très bon niveau, mais j'imagine que quand on est en contact avec un club contre lequel on joue, ça doit être particulier dans la tête quand même. C'est particulier, ouais. Après c'est là que tu vois le mental du joueur aussi. Ouais, je vois tout le monde un peu flipper sur ce match-là. Vous parlez notamment du choc psychologique. Moi, j'ai quand même 2-3 clubs à vous donner qui ont changé d'entraîneur en cours de saison là. Et pour l'instant, l'effet ne se fait pas forcément remarquer. Angers, Auxerre, Brest, Montpellier, ça en fait même 4 qui sont toujours à l'agonie pour l'instant dans ce championnat de Ligue 1. Donc, choc psychologique, on verra bien. Pour finir sur ce match-là, Antoine Combe, on a été surpris de revoir Pereira da Costa sur le terrain samedi. Est-ce que tu le sens, toi, peut-être titulaire sur ce match-là, retour en tant que titulaire à Strasbourg? Moi, ça a été ma grosse nébuleuse sur les 2 dernières semaines, parce qu'on parlait en conférence de presse en fait, ça parlait sans parler, on ne savait pas ce qu'il avait. On disait qu'il allait peut-être se faire opérer, mais en même temps, tu le vois reprendre avec le groupe, tu ne comprends pas. Le mec, il est sur le point de se faire opérer l'épaule, mais il fait des entraînements à haute intensité, je ne comprenais pas. Et là, ça avait l'air de bien tenir contre l'Innas Montlhéry, même si ce n'est pas la même intensité qu'un match de Ligue 1. Après, si Ez le met dans le groupe, le fait jouer 30 minutes, et puis lui fait faire une semaine d'entraînement, là, il y a eu la conférence de presse ce midi, pas un mot sur son état de santé. Donc, pour moi, il est apte et pour moi, il jouera, je pense. Ouais. On a été rassurés pour Sotoka et Saïd, notamment, aussi. Ouais, ça y est. Pour compléter, moi j'ai vu qu'il a eu une subluxation de l'épaule en fait. Non mais en fait la subluxation de l'épaule, je vais être très bref, mais en fait c'est quand ton épaule se démet partiellement de son articulation et en fait ça peut vraiment impacter les ligaments et les tendons.
Et en fait, tu fragilises à un point que sur n'importe quel contact, tu peux aggraver la blessure et créer en fait une vraie luxation de l'épaule. Et je pense que le stress du staff résidait sur en fait la possibilité de Pereira Costa de pouvoir aller au contact, sachant que c'est quand même un joueur qui doit jouer des épaules pour s'imposer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes d'épaule, mais très honnêtement, c'est hyper handicapant pour jouer au foot. C'est la pire blessure. Moi, on m'a dit que c'est la pire blessure pour un sportif. C'est terrible. Tu avais quelque chose à rajouter, Antoine Combe? Sur le match de Strasbourg, oui, rapidement, par rapport à ce qui a été dit. Par rapport à Hez, la bête noire, il l'a rappelé lui-même en conférence de presse. Sur les 3 défaites, il y en a 2 qui sont quand même cher payés, quoi. Autant la première où ça s'est joué dans le brouillard, bon, de toute façon, on ne peut pas trop parler du match parce qu'on ne l'a pas réellement vu. Mais autant les 2 défaites de la saison dernière avec le rouge de Danso, alors que Lens écrase largement Strasbourg. Et le match retour où on ne reviendra pas sur l'arbitrage. Voilà, je pense que pour parler de bête noire, il faut un peu plus que juste de coups du sort. Et d'un côté, on parle d'électrochoc suite au départ de l'entraîneur. J'ai envie de penser surtout que le groupe sera très revanchard par rapport aux 2 derniers résultats contre Strasbourg. Moi, je pense qu'ils ont un peu l'écrou, le couteau entre les dents et dire bon, on s'est fait taper 2 fois, il n'y en aura pas une 3e, quoi. Là, on va remettre les pendules à l'heure et il n'y aura pas une question d'arbitrage. Moi, j'ai plutôt envie d'être dans cette optique-là que se dire l'électrochoc de l'entraîneur en face. Ouais, t'as bien raison aussi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est juste Strasbourg qui m'inquiète. Voilà, moi, Lens ne m'inquiète pas, en fait, vraiment pas. C'est juste Strasbourg et le réveil de Strasbourg qui m'inquiète. Voilà. Ouais. Et enfin, on parlait de l'apport du public. Bon, pas oublier que on aura aussi un parcage qui sera très certainement plein, donc ils ne seront pas tout seuls, nos gars. Non, je crois qu'il ne sera pas tout à fait plein. Il reste des places, je crois. Bon, quasiment. Après, oui, c'est vrai que c'est en semaine. Mais bon, on verra ça. Et pour avoir regardé le match contre 3, c'est un public qui, en ce moment, il se retourne assez vite contre son équipe quand même. Il y a un peu des éléments qui font que. Et le public, il n'est pas comme d'habitude. Et j'ai très rapidement eu ce sentiment, en tout cas à travers la télé, contre 3. Bon, ils se font rapidement ouvrir le score. Et ils en prennent même un 2e dans la foulée. Et tu sens que si les choses ne tombent pas bien pour l'équipe, ce qui peut être un point positif peut vite devenir un point négatif. Bon, finalement, par la suite, ça s'est bien déroulé pour eux jusqu'à prendre un 3e but en toute fin de match. Mais je ne compterai pas non plus tout à fait sur ça. Après, peut-être que l'éviction de Stéphane peut redonner un souffle aussi au niveau du public, un nouvel espoir et dire bon, allez, maintenant on s'y remet, autant nous que l'équipe. Donc mais voilà, je pense que c'est pas ça qui fera la différence pour. Départ qui n'a pas été très très bien accepté par le public quand même. J'ai vu que, il y avait quand même encore une belle cote de popularité, Stéphane. Mais je pense que Strasbourg, juste pour vraiment un dernier petit. Rapidement, on termine. C'est que Sébastien disait que Strasbourg n'aura rien à perdre, mais Strasbourg est quand même à 4 points de la 17e place. Donc je pense que si tu rentres dans le match et que tu ne leur donnes pas la moindre seconde pour reprendre un tout petit peu de confiance, je pense que tu peux vraiment les bousculer mentalement. Parce que quand tu as 4 points de la 17e place avec une victoire dans la saison. Tu commences quand même à flipper un peu, ouais. Je pense que tu n'as pas beaucoup de ressources, tu n'as pas beaucoup de choses capitalisées en confiance. Je suis d'accord. Ils perdent 2-0 contre 3, ils sont revenus à 2-2. Mais et ils étaient pareil. La défense du Racing, c'est peut-être pas la défense de 3 non moi, plus. Je te dis, c'est vraiment cette inquiétude, c'est ce petit coup de chance à un moment donné, parce que là, Strasbourg, ils n'ont pas réellement de chance quand même. Tu sens que c'est un club qui est en train de, tout d'un coup, alors qu'on en parlait tout à l'heure, il y a 2 ans, ils étaient en Europe, c'était le club qu'il fallait suivre en France. Donc, il y a juste un petit truc parfois, et étant ancien joueur, moi je ne suis pas surpris qu'il y ait eu des problèmes en interne vraiment avec l'entraîneur. Je ne serais vraiment pas surpris, et je ne serais pas surpris qu'il y ait une forme vraiment de libération dans le groupe qui peut-être à ce moment-là créer un déclic en fait contre le 2e du championnat. Voilà. C'est vraiment ce contexte-là qui me. Et juste il y a 2 semaines, cette équipe, elle n'a pas été à la rue au Parc des Princes, elle a perdu à la dernière minute sur un penalty d'Mbappé. C'est pas non plus une équipe qui est à la rue dans son jeu non plus.
Tout à fait. Ouais. Après, ouais, ok. Après, on se fait des films, hein, on s'imagine des choses, mais le résultat sera sur le terrain et ce sera mercredi à découvrir. 21h au stade de la Méno pour ce déplacement à Strasbourg. Un petit peu inquiétant, hein, pour la plupart des chroniqueurs de Culture Senior ce soir. Je vais vous demander de vous pronostiquer ce match justement. Est-ce que vous allez me donner une victoire du Racing, un match nul, une victoire de l'autre Racing? Eh bien, Antoine Comte, je te pose la question. 2-1 pour le Racing. Ouais, Club mais de lequel? Lens. Club de Lens. Seb Dalé, Combien t'as dit, Antoine? 2-1 2-1. pour Lens. Tu le voulais, hein? J'hésitais, ouais. Bah, tu peux le donner aussi, hein. Ça me plaît pas ce que je vais dire, mais je vais dire 1-1. Un but partout. Antoine, Moi, je vois une défaite. Défaite 2-1 et voilà. et enfin Greg Lallemand pour clôturer. Un bon vieux 0-0 des familles. Un bon vieux 0-0 des familles. On verra si le scepticisme ambiant ce soir va se révéler mercredi. Il y aura aussi un match, hein, on n'a pas le temps d'en parler, et puis c'est un peu compliqué, hein, d'essayer de se projeter sur un match face à Auxerre alors qu'il y a un match mercredi qui se déroule avant ça. Le fait est que le Racing est toujours sur un 9 sur 9 et pourquoi pas un 10 sur 10 face à Auxerre au stade Bollaert. Tout ça, ce sera débriefé dans Culture 100 et or la semaine prochaine. Sébastien Delay, rapidement, tu lèves le doigt. Rapidement, il y a une chose qu'il faut savoir, Lens-Auxerre, c'est que je serai au stade et je commente le match pour le Racing Club de Lens. Wow, c'est beau, c'est beau. Il y a des scoops dans Culture Senior. Peut-être qu'on se verra parce que je serai au stade également. Oui, je suis très content d'aller voir ce Lens-Auxerre. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir, hein, comme toujours, de passer ce moment avec vous, d'écouter vos analyses. Merci Greg, merci Antoine, merci Seb, merci Antoine Combe, merci Alexis et la technique et évidemment d'être avec nous ce soir. Merci à vous tous qui nous suivez dans le chat, qui nous regardez, qui nous écoutez en podcast, et qui likez nos émissions, qui commentez. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est très important pour nous, ça nous met en avant et ça vous permet de retrouver nos contenus régulièrement. Bonne année à tous. À le faire. Bonne année à tous. Merci Greg. Et nous on a déjà dit bonne année la semaine dernière. Mais je sais, mais moi je suis quelqu'un de poli, je le fais quand même. Voilà. Belle soirée à vous. On se retrouve très vite dans Culture 100 York. Ciao ciao. Allez, Lens.